Bienvenue sur la chaîne Mémorial Gaulois. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une période charnière de l'histoire de France. Une époque sombre, violente, mais aussi incroyablement fondatrice. C'est l'histoire de la fin du XVIe siècle et de l'arrivée d'un roi qui allait absolument tout changer. Ces quelques mots, pitié, confusion, misère partout, ils ne viennent pas d'un historien qui regarde le passé de loin. Non, ce sont les mots du roi lui-même, Henri IV. C'est comme ça qu'il décrit la France qu'il trouve. Un pays à genoux, dévoré par 30 ans de guerre de religion. Un royaume où l'anarchie est la norme et où l'espoir, il a tout simplement disparu. Et c'est ça la grande question qui va nous occuper. Comment est-ce possible? Comment un pays, au bord de l'explosion, au bord du gouffre, a-t-il réussi à se réinventer? Comment de ce chaos total a pu naître une nation de nouveau unie et une monarchie plus forte que jamais? C'est le récit d'une reconstruction spectaculaire. Pour bien comprendre le miracle Henri IV, il faut d'abord mesurer l'étendue du désastre. Parce qu'en 1589, quand Henri III est assassiné, la France n'est plus vraiment un État. C'est un champ de bataille à ciel ouvert. Et attention, ce n'est pas une simple guerre civile entre deux camps bien définis. Non, c'est bien plus compliqué. C'est une mêlée générale. Vous avez la Ligue catholique, une sorte de mouvement révolutionnaire qui tient Paris et les plus grandes villes. Vous avez des gouverneurs de province qui agissent comme des petits rois dans leur coin. Et bien sûr, les voisins s'en mêlent. L'Espagne d'un côté, l'Angleterre de l'autre, chacun pousse ses pions. Et au milieu de tout ça, le parti du roi légitime, le parti royaliste, eh bien paradoxalement, c'est le plus faible de tous. C'est dans ce chaos qu'un homme se lève, Henri de Bourbon, roi de Navarre. Sur le papier, la loi est pour lui, il est l'héritier légitime. Mais dans les faits, son règne débute comme une mission quasi impossible. Il est roi de France de droit, mais en réalité, il n'est qu'un prétendant. Sa seule vraie force, c'est la légitimité. Son énorme faiblesse, c'est sa religion. Pour une France à l'écrasante majorité catholique, un roi protestant, un hérétique, comme on disait à l'époque, c'était tout simplement inacceptable. La reconquête de son propre royaume ne va donc pas être une partie de plaisir. C'est une lutte acharnée, année après année. En 1590, il y a la fameuse victoire d'Ivry, celle de son célèbre panache blanc, qui devient un cri de ralliement. Mais même cette victoire éclatante ne suffit pas. Paris ne lui ouvre pas ses portes. Au contraire, la capitale, fanatisée par la Ligue, va lui opposer une résistance terrible pendant un siège de près de 4 ans. Henri IV comprend alors quelque chose de fondamental. La force militaire, seule, ne suffira jamais. Il va donc faire le pari le plus audacieux de sa vie. Un pari purement politique, qui va redéfinir à la fois la nation et la monarchie. Le vrai tournant, il a lieu en 1593. La Ligue, poussée par l'Espagne, réunit les États généraux pour élire un autre roi. On propose carrément de mettre la fille du roi d'Espagne sur le trône de France. Et là, coup de théâtre. Quelque chose d'inattendu se produit, un sursaut du sentiment national. Le Parlement de Paris rend un arrêt historique qui rappelle la loi salique et qui déclare en gros que le trône de France ne peut pas être occupé par un étranger. L'identité française vient de passer avant le fanatisme religieux. Et c'est là qu'on mesure tout le génie politique d'Henri IV. Il sent que le vent a tourné, que le moment est venu pour lui de se convertir au catholicisme. Mais attention, ça ne doit surtout pas être une capitulation. Comme le dit cette citation, il ne veut pas devoir sa couronne à une faction. Non, sa conversion doit être un acte de souverain, le geste d'un roi qui choisit, de sa propre volonté, de rassembler son peuple. Et c'est exactement ce qu'il fait. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, là où sont enterrés les rois de France, un symbole extrêmement fort, Henri IV abjure solennellement le protestantisme. C'est un moment absolument fondateur. C'est le geste qui va enfin débloquer la situation. Alors on peut se poser la question, calcul politique cynique ou véritable sacrifice pour l'unité de la nation? Le débat existe encore, mais au fond le résultat lui est sans appel. En devenant catholique, Henri IV coupe l'herbe sous le pied de ses pires ennemis. Il rallie à lui l'immense majorité des Français qui étaient, je cite, affamés de voir un roi. Une fois le roi enfin accepté par tous, ou presque, la tâche la plus immense peut commencer, celle de la reconstruction. Et Henri IV va s'y mettre avec une énergie et une intelligence assez incroyables. L'année 1598, elle est absolument cruciale. Le roi va réussir à pacifier son royaume en 2 actes majeurs. 2 traités qui s'attaquent directement aux 2 racines du mal, la guerre avec l'étranger et la guerre entre Français. D'un côté, on a la paix de Vervins, qui met fin à la guerre interminable avec l'Espagne. Ça, c'est pour chasser les étrangers du jeu politique français et restaurer la souveraineté du pays. De l'autre, il y a le fameux Édit de Nantes, un texte d'une complexité folle pour l'époque qui accorde la liberté de conscience aux protestants et des garanties pour leur sécurité.
Ce n'est pas une réconciliation parfaite, c'est une paix armée, mais c'est la paix. La paix est revenue, c'est une chose. Mais maintenant, il faut nourrir les Français. Avec son grand ministre Sully, Henri IV lance une politique de redressement économique massive. Et cette phrase célèbre de Sully, elle résume tout leur programme. La vraie richesse de la France, c'est sa terre, c'est l'agriculture. Et le symbole de cette renaissance, celui qui est resté gravé dans la mémoire collective, c'est la fameuse poule au pot. Le souhait du roi que chaque famille de paysans dans son royaume ait les moyens de mettre une poule dans son pot le dimanche. C'est bien plus qu'une question de nourriture. C'est l'image d'un État qui se préoccupe à nouveau du bien-être de son peuple, après des décennies de misère noire. En l'espace de quelques années seulement, Henri IV a réussi l'impossible. Il a sauvé le royaume de la désintégration complète, et il a posé les bases de ce qui deviendra la France du grand siècle, celle de Louis XIII et Louis XIV. Mais les vieilles haines sont tenaces. Le 14 mai 1610, en plein Paris, il est assassiné par François Ravaillac, un fanatique catholique qui voyait toujours en lui un traître. Son assassin, c'est un revenant de la Ligue, la preuve vivante que les braises de la guerre civile n'étaient pas totalement éteintes. Le roi de la Réconciliation meurt en martyr de l'unité nationale. Son héritage, lui, est absolument immense. Il a sauvé l'institution royale, il a fait triompher l'idée de nation au-dessus des querelles religieuses, il a restauré l'autorité de l'État et il a remis la France sur les rails de la puissance et de la prospérité. Rien que ça. Alors, on peut se poser une dernière question pour réfléchir. En restaurant l'autorité du roi de manière aussi forte, après une période d'anarchie totale, est-ce que Henri IV n'a pas, sans le vouloir, ouvert la porte à la monarchie absolue de son petit-fils, Louis XIV? Est-ce que ce besoin désespéré d'ordre n'a pas semé les graines d'un pouvoir qui deviendra, plus tard, sans limite? C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter la vidéo.